Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris et en Ile-de-France pour cette journée de dimanche. Ce sont tout d'abord ces militants qui sont montés en haut d'une plateforme de forage à Jouarre en Seine-et-Marne pour empêcher de nouvelles explorations de gaz de schiste en France. Une partie du personnel d'un palace parisien de la rue de la Paix en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail devant des clients indifférents. Et puis comme chaque dimanche, notre rendez-vous avec les municipales de 2014 à la conquête de l'hôtel de ville, présenté ce soir par Patrick Ferrante. Bonsoir à toutes et à tous. Une très belle affiche ce soir au Parc des Princes, le choc de la 6e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Monaco, un duel entre les deux poids lourds du championnat. Jean-Philippe Lemaire avec Emmanuel Hunzinger. Seront-ils les princes du parc? Le duel PSG-Monaco apportera bien sûr la réponse. En attendant, remporter ce match est l'ambition affichée des Monégasques. Propriété depuis décembre 2011 d'un milliardaire russe qui a fait fortune dans les gisements de potasse, l'AS Monaco à coup de carnet de chèques a changé de dimension. Pour preuve, Monaco aurait dépensé 160 millions lors du marché des transferts. Ainsi, l'attaquant colombien Falcao aurait coûté à lui seul 60 millions d'euros. Parmi les autres recrues figurent notamment Carvalho ou encore Eric Abidal. Ils ont recruté des joueurs, des jeunes joueurs, des bons joueurs, bien sûr, comme Falcao, mais aussi des joueurs expérimentés. Donc voilà, c'est une très très bonne équipe. Fait partie des meilleures équipes certainement du championnat de France, à ne pas en douter. Il y aura donc face à face des grandes vedettes de notre championnat. Ibrahimovic contre Falcao. Pour autant, pour ce dernier, ce match n'est pas un duel de stars. Non, ce n'est pas du tout ça. Chacun sera mobilisé pour défendre son club. Chacun veut gagner. Et ma position, c'est que je veux remporter ce match. Pour Monaco, si nous marquons des buts, ça sera bien. Seulement, tout dépend de la prestation de Paris. Nous, on va tout faire pour gagner ce match-là, parce qu'on est sur une belle dynamique, et parce qu'aussi, psychologiquement, ça serait important de gagner ce match-là par rapport à un adversaire direct, certainement, pour le championnat. PSG Monaco s'annonce comme un sacré choc. Une rencontre que l'on pourrait qualifier de match au sommet. Et puis l'actualité, ce sont aussi des militants en haut d'une plateforme de forage du pétrolier américain S-Oil à Jouarre en Seine-et-Marne. Ils se sont enchaînés pour empêcher de nouvelles explorations de gaz de schiste en France. Sur place, Bertrand Lambert avec Yves-Léopold de Wulf. L'opération avait été minutieusement préparée. Il est 7 h ce matin lorsqu'une trentaine de militants s'introduisent sur cette plateforme de forage exploitée par le pétrolier américain S-Oil. Certains sont venus des villages alentours, d'autres de Marseille, à 800 km de là. Officiellement, cette foreuse doit permettre de cartographier sur 3000 mètres de profondeur le bassin parisien. Jusque-là, rien d'illégal, mais pour ces militants, le but du pétrolier est bien différent. Et depuis 40 ans, on sait ici que là, sous ce terrain-là, il y a du pétrole de schiste. Et c'est parce qu'ils le savaient et parce qu'ils ont récupéré les carottes qui ont été faites dans les années 80 que S-Oil a demandé un permis et a décidé de mettre une plateforme d'exploration ici. Cette foreuse, en fait, elle va faire le tour de France. Voilà. Et donc, comme nous, de toute façon, pour l'instant, il y a un moratoire, que François Hollande s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas, justement, d'exploitation de gaz de schiste. Et c'est comme si, en fait, on laissait les industriels tranquillement planter le terrain, comme s'ils savaient déjà qu'ils pourront le faire dans le futur. La fracture hydraulique, seule technique éprouvée pour exploiter les gaz de schiste, est interdite en France, et ce, depuis 2011. Mais le Conseil constitutionnel pourrait en décider autrement mardi prochain, au détour d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une compagnie pétrolière américaine. En attendant, le propriétaire de la plateforme de Jouarre plaide la bonne foi. Il n'y a pas de gaz dans le bassin parisien. Premièrement, c'est que du pétrole. Deuxièmement, il y a une loi qui interdit l'utilisation de la fracturation hydraulique. s'est mis en accord avec cette loi en s'engageant auprès du gouvernement à ne pas utiliser la fracturation hydraulique. On est régulièrement contrôlé par la DRIE, que ce soit de manière inopinée ou bien programmée. La plateforme a été évacuée dans le calme, peu avant midi. Aucun militant n'a été interpellé par les gendarmes. La police antidrogue française a fait à bord d'un avion d'Air France qui venait de Caracas une exceptionnelle découverte, 1,3 tonne de cocaïne pure entreposée dans une trentaine de valises qui n'appartenaient à aucun passager. Cette prise est la plus importante jamais réalisée en France métropolitaine. Une telle quantité de cocaïne représente à la revente une valeur d'environ 200 millions d'euros. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue et Air France a même ouvert une enquête interne. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a félicité les enquêteurs pour leurs investigations menées avec les polices espagnoles, britanniques et néerlandaises.
La lutte des classes au Palace devant une clientèle indifférente. Une trentaine de personnes de l'hôtel Parc Hayat, place Vendôme, rue de la Paix, sont toujours en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Reportage de Carla Carrasquera avec Isabelle Audin. Ils sont venus perturber la quiétude de ce palace parisien, situé à 2 pas de la très chic place Vendôme. Femmes de chambre, gouvernantes ou encore bagagistes, tous dénoncent leurs conditions de travail et le montant de leur salaire. Moi personnellement, je gagne 1100 € pour 6 heures de travail par jour, y compris des fois mes jours de repos. Il y a des copines qui font les chambres de Johnny Depp, etc., des célébrités, qui payent jusqu'à 16 000 € une suite par nuit, alors que pour certaines, ce n'est même pas leur salaire annuel. Donc il est totalement anormal que le service de l'hébergement soit sous-traité à des boîtes de nettoyage, qui sont très souvent des boîtes de négriers avec des conditions de travail très très dures. Car tous ces salariés sont employés par un prestataire de service de l'hôtel. La différence s'affiche sur leur fiche de paye. Par exemple, Georges V paye une femme de chambre 2500 € brut. Donc une femme de chambre ici, elle est à 1400 € brut. Ça fait toute la différence, ça fait 1100 € de différence pour le même travail. Aujourd'hui, ils réclament leur embauche par le groupe Hayat, ainsi qu'un 13e mois. Devant l'hôtel, les clients ne se montrent pas très solidaires de ces manifestants. C'est des conneries, les clients de cet hôtel ne sont pas responsables de cette situation. Tout le monde a le droit de manifester, mais je pense qu'ils ont tort. Mais c'est leur choix. En France, vous avez des syndicats très puissants. La direction de l'hôtel a renvoyé le règlement du conflit à son prestataire. Elle n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras. Les salariés envisagent de nouvelles actions dès la semaine prochaine. Pour que la ville ne grignote pas la campagne et les terres agricoles, une association de riverains manifestait aujourd'hui son mécontentement à Montesson dans les Yvelines contre le projet de construction de logements et l'agrandissement d'un centre commercial. Reportage de Tania Watine avec Stéphane Lisny. Ils n'étaient pas nombreux, mais très motivés pour faire capoter le projet d'aménagement du quartier de la Borde à Montesson. Un centre commercial et des logements doivent être construits sur des terres agricoles et sur des espaces naturels que nous estimons importants de protéger. 5 hectares de champs doivent être bétonnés. Le projet de ZAC de la Borde prévoit la construction de 200 logements, d'équipements publics, mais surtout l'accroissement de 25% de la surface commerciale. Ces citoyens demandent une alternative. Nous, on prétend qu'à 0 m² de terre agricole consommée supplémentaire, on pouvait faire le même projet. On a des parkings existants qui font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés au total sur la boucle. Vous rajoutez un étage, vous avez 10 000 m² disponibles. Protéger cette vaste zone maraîchère à 10 km de la Défense, c'est pourtant aussi le combat du maire de Montesson. Il se bat contre l'État pour éviter l'urbanisation de 70 hectares de ses terres. Les 5 hectares qu'il a choisi de sacrifier dans le quartier de la Borde étaient de toute façon constructibles. Les endroits perdus d'avance où depuis des lustres, on sait que c'est constructible et que ce n'est qu'en attendant qu'on tolère l'agriculture, c'est foutu. Ça ne peut pas rester agricole. Par contre, sur les autres, qui sont aujourd'hui cultivés et où l'État veut bâtir, le combat mérite d'être fait. Et là, je pense que nous avons de bonnes chances de gagner. Si le préfet des Yvelines donne son accord à ce projet déjà validé par une enquête publique, le quartier de la Borde commencera sa métamorphose en 2015 au plus tôt. Il est 19h09 à suivre dans ce journal. Préserver la planète, que ce soit à la campagne ou dans les villes. Grande opération mondiale de nettoyage à laquelle participent chaque année 125 pays et 35 millions de bénévoles. Nous verrons comment cela se passe en Seine-Saint-Denis. Et puis, dans notre rendez-vous à la conquête de l'hôtel de ville, nous irons à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, où l'on est à fond dans les municipales, avec une guerre à droite pour tenter de reconquérir la mairie. Et cette actualité politique sera commentée par notre invité ce soir, le journaliste Philippe Tesson. Mais tout de suite, Clean Up the World, en français nettoyer le monde, est une opération de grand nettoyage de la planète qui a lieu le 3e week-end de septembre. Depuis 20 ans, 120 pays et 35 millions de bénévoles nettoient à fond parcs, forêts, plages et villes. L'espace public ne doit pas être pris pour une poubelle. C'est un reportage en Seine-Saint-Denis d'Alexandra Marie et de Mathieu Caillot. C'est parti! Motivés, ces troupes de nettoyeurs se sont lancés un défi, repérer et signaler les décharges sauvages pour intervenir sur le terrain. Canettes, sacs plastiques, détritus en tout genre envahissent cette parcelle de Saint-Denis.
Rien que le fait de faire ça en pleine ville, les gens nous voient le faire et ils prennent conscience. Ah, hier j'ai jeté ça par terre, j'aurais pas dû, la prochaine fois je jetterai dans une poubelle. C'est peut-être plus pour signaler aux gens de faire un peu plus attention. Ouais, c'est la nécessité de se prendre en main parce que visiblement les pouvoirs publics n'arrivent pas à entretenir un environnement correct. Donc je pense qu'il faut que les citoyens se donnent la main pour faire un effort. On traite de la problématique des déchets pour le recyclage, mais on ne parle pas des déchetteries sauvages dans la nature. Pourtant, c'est une réalité et comme on vient de le montrer, il faut vraiment faire quelque chose. Si les centres-villes sont relativement épargnés, les périphéries sont souvent touchées par ce phénomène. C'est le cas de la Seine-Saint-Denis, notamment au bord des routes. Ces équipes du Conseil général interviennent sur 3 grands axes au sud du département. Ils sont amenés à ramasser 400 tonnes de déchets par an, souvent aux mêmes endroits. Ici, on vient 2 fois par semaine. Là, on a souvent des entrepreneurs qui, au lieu d'aller décharger et puis payer à la tonne ou au mètre cube, préfèrent venir décharger sur les bas-côtés des RN ou RD. Le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis en appelle à l'État pour renforcer la lutte contre ces décharges sauvages qui contribuent à véhiculer une image négative de ce département. Et on revient à l'actualité sportive avec la 7e journée du top 14 de rugby. Inscrit la victoire du Stade français 16-15 hier dans les dernières minutes de jeu face à Oyonnax, dont c'est la première défaite à domicile depuis près de 2 ans. Avec cette 3e victoire, le Stade français confirme sa bonne forme du moment et consolide sa place sur le podium, donc la 2e place. Et puis le résultat concernant le Racing Métro qui a quant à lui remporté laborieusement une 3e victoire de suite, 26-19 face à Bordeaux-Bègles, et ils sont 5e au classement. Cette image maintenant des meilleurs tireurs à l'arc au monde au pied de la Tour Eiffel, c'était tout ce week-end pour la finale de la Coupe du Monde. Cette finale réunissait les 7 meilleurs archers par catégorie au classement mondial de la saison. Pour sa première finale en tant que pays invitant, la France a choisi un site majestueux, vous l'avez vu, les fontaines du Trocadéro. Et puis nous en arrivons maintenant à notre rendez-vous politique du dimanche soir, consacré au municipal de l'an prochain, à la conquête de l'Hôtel de Ville. Et ce soir, c'est avec Patrick Ferrand. Bonsoir. Bonsoir Jean-Noël. Alors pour commencer, les socialistes ont jusqu'à demain pour se déclarer candidats. Oui, c'est le dernier délai avant le vote des militants socialistes mi-octobre et les candidatures de dernière minute se multiplient en Seine-Saint-Denis, ce qui annonce de nombreuses primaires à gauche. Ainsi, le président du Conseil général, Stéphane Troussel, pourrait se présenter à La Courneuve, ville communiste, et puis à Montreuil, ville de la Verte, Dominique Voynet. C'est le député PS Razi Hamadi qui nous annonce ce soir sa candidature à la candidature et peut-être donc à la mairie de Montreuil ensuite. Et il n'est pas tendre avec Dominique Voynet, on l'écoute tout de suite. Maintenant que nous avons rassemblé les socialistes, nous allons essayer de rassembler la gauche. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Montreuil est assez désastreux. Les Montreuillois sont tristes de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est à l'issue de ce travail-là, à la fois de rassemblement et de projet, puisque les gens attendent avant toute chose, non pas une candidature, mais un projet, que je dirais si je suis candidat ou pas à la mairie de Montreuil. Alors Patrick, on quitte la Seine-Saint-Denis pour les Hauts-de-Seine avec un revenant, Didier Schuller. Oui, Didier Schuller, c'est l'enfant terrible de la droite des Hauts-de-Seine. Souvenez-vous, Jean-Noël, l'affaire des HLM, l'affaire Schuller-Maréchal qui a plombé Édouard Balladur en 1995. Blanchi par la justice, Didier Schuller revient soutenu par l'UDI de Jean-Louis Borloo. J'ai payé, dit-il, et même payé pour les autres. Et il ne veut plus entendre parler de son mentor Patrick Balkany. Encore une amitié politique de 30 ans qui finit mal, Jean-Noël, regardez. Malheureusement, la circonscription ici appartient à Patrick Balkany et que c'est lui qui décide des investitures. Et très franchement, je ne souhaite pas avoir l'investiture de Patrick Balkany. Parce que je ne souhaite plus avoir le moindre contact avec M. Balkany. Alors un feuilleton qui risque d'être intense dans les Hauts-de-Seine, Patrick, puisque on reste dans ce département et on va à Asnières. Oui, parce qu'à part Clichy, la droite espère quand même gagner d'autres villes dans les Hauts-de-Seine, Colombes, Fontenay-aux-Roses et Asnières, vous l'avez dit. Mais là, comme ailleurs, elle part divisée. Un reportage de Daïk Audouy et Pierre-Julien Kirs. À Asnières, contrairement à d'autres villes, on sent un parfum municipal. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les murs où il y a quelques affiches sauvages et d'écouter la rumeur de la ville. Poussez-vous de là, j'arrive. C'est ce que semble exprimer la chorégraphie de l'UMP Cyril Deschênois. Et pour ce premier meeting de campagne, il a fait péter les cartons d'invitation. On attend qui là, monsieur ? Nous attendons Patrick de Béjian.
Patrick Devedjian venu le soutenir contre l'ancien maire UMP Manuel Aeschlimann. Pour les départager, il avait proposé une primaire. Il faudrait plus vous écouter plus souvent, en fait. C'est mon avis. Ouais. Vous vouliez une primaire, il n'y en a pas eu. Il y a une volonté de changement. À un moment donné, il faut changer d'équipe. Il faut mettre sur le terrain l'équipe qui est en capacité de gagner et de rassembler. Parce que pour gagner, il faut rassembler. C'est un loser, en fait, M. Aeschlimann, c'est ce que vous me dites. Il faut savoir tirer les conséquences de différents échecs. Ça va? Ça va. Manuel Aeschlimann, maire de 94 à 2008. Rentrez? Ah bah oui, vous êtes bien. Je sais pas, vous êtes pacifique? Ah oui. C'est pas ce qu'on dit. Ah bah qui dit ça, franchement? Votre adversaire. Ah bah oui, mais écoutez, ça faut pas le croire. Ça vous impressionne, M. Devedjian, ou pas? Non, monsieur Devedjian me soutiendra moi quand je serai investi. Voilà, il faut aussi être sur le terrain avec les habitants. C'est ça qui est la vraie force, hein. C'est pas de faire des grands meetings avec quelques ténors. Dans le passé, les deux candidats UMP ont été condamnés à de la prison avec sursis dans des affaires. Et une enquête préliminaire vient d'être ouverte contre Cyril Deschenois. L'UMP aurait bien aimé trouver un autre profil. Et ça peut pas détourner les électeurs, finalement? Non, c'est-à-dire que effectivement, les électeurs sont attentifs à tout ce qui se passe. Et donc c'est vrai que tout ça viendra peut-être effectivement ponctuer la campagne. Mais en tout cas, nous, pour notre part, on y va sur le terrain des idées. Retour à la mairie, occupé depuis 2008 par le socialiste Sébastien Pietrasanta. Se vit-il en sursis dans ce bastion traditionnellement de droite? Moi, honnêtement, j'essaye d'incarner aussi un peu la stabilité par rapport un peu au désordre qu'il y a à droite. On a beaucoup de Parisiens qui viennent s'installer sur la ville depuis plusieurs années et ça fait évoluer sociologiquement la ville. Donc il y aura moins de suspense que les autres années? Elle est moins marquée. En octobre, les militants PS voteront pour désigner leur candidat. Au même moment, la commission d'investiture de l'UMP aura rendu sa décision. Alors Philippe Tesson, votre regard aiguisé sur cette actualité dans les Hauts-de-Seine, on ne peut pas nous faire le coup de l'union à droite, là ça prend pas vraiment. Non, les Hauts-de-seine c'est quand même un microcosme très particulier, c'est le nœud du vipère depuis très longtemps. C'est misère de voir ça. Les Hauts-de-Seine sont un département qui est historiquement, politiquement, électoralement, une circonscription, un arrondissement de droite. Mais moi, depuis une cinquantaine d'années, je n'y connais qu'une guerre civile permanente. Et une guerre civile, pas autour d'idées, mais autour de personnes. Et autour de personnes, et derrière les personnes, il y a évidemment des intérêts. Parce qu'on les connaît, les enjeux économiques d'une élection dans les Hauts-de-Seine, ce qui est fabuleux. C'est le département le plus riche de France. Hein. Voilà, alors aujourd'hui, tout se décline autour de la rivalité historique. Et bien, une rivalité, le mot est faible, c'est une haine, hein, ça va presque jusqu'au caractère physique, entre, on peut dire aujourd'hui, la culture balkanie et la culture de Devedjian. Alors voilà, c'est un nouveau chapitre du feuilleton éternel qui profite évidemment à la gauche, alors qu'on est dans le territoire de la droite. Merci pour cette analyse, Philippe Tesson, vous restez avec nous. On va à Paris maintenant. Alors là, c'est un peu People, Payette, Jean-Pierre Coff qui soutient Anne Hidalgo. Oui, avant de présenter son programme demain devant la presse française et internationale venue en nombre, Anne Hidalgo s'est donc affichée avec le chantre de l'opposition à la malbouffe. Alors question, Anne Hidalgo est-elle passée maître en cuisine, politique ou non? Réponse de Jean-Pierre Coff. Pas de cuisine, même si vous ne le savez pas, mais moi je vous l'apprends. Et pas si mal que ça, finalement. Oui, je suis modeste. Je dis toujours que je ne suis pas très bonne cuisinière, mais j'aime bien manger. Voilà. Et mais faire de la cuisine, c'est faire quelque chose de simple. Voilà. Alors elle sait faire des choses simples, c'est tout. On ne lui demande pas d'être 3 étoiles. Non, ça c'est vrai. On lui demande d'être un bon maire, déjà. Voilà. Allez, on reste dans les futilités. On regarde un coup à droite maintenant avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui a changé de look. Oui, NKM était à Bercy Village aujourd'hui pour défendre l'extension du travail du dimanche à Paris. Mais vous l'avez dit, pour sa 3e sortie cette semaine, elle avait une nouvelle fois laissé ses cheveux libres et abandonné son chignon habituel. Alors, c'est pas la première fois qu'elle a ses cheveux aussi dégagés, mais c'est extrêmement rare. Et là, ça fait 3 fois de suite, puisque à chaque sortie, elle était comme ça. Alors, on peut penser que ce nouveau look est plus adapté aux bobos de la capitale que le chignon qu'il a renvoyé plutôt à l'ouest parisien. Faut-il, Philippe Tesson, commenter cette actualité sur les soutiens people d'une candidate et sur le changement de look de l'autre? Oui, je trouve ça amusant. C'est un dessert, quoi. C'est pas l'essentiel, mais c'est un dessert. Mais c'est un dessert qui devient de plus en plus important.
On sait à cause de quoi? À cause des médias, de la pipolisation de la vie politique, ça. Voilà, par exemple, bon, les cheveux, par exemple, c'est vrai, ça compte. Ça peut donner ou enlever des voix, c'est quand même incroyable, quoi. Moi, moi, de toute façon, je lui donne ma voix. Mais j'aime encore mieux avec les cheveux longs. Et quant à l'affaire Hidalgo-Coff, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai que ça va mettre du piment dans. Bah oui. L'ingrédient c'est quand même est bien choisi. C'est pas un clown triste, hein, oui, le piment, des épices, du sel, dans une campagne qui est un petit peu neutre. Hein, c'est sympathique, mais c'est neutre. Merci Patrick Ferrand pour toutes ces informations. À très bientôt. Et de la politique à la culture, il n'y a qu'un pas. Demandez les programmes pour sa 6e édition spectaculaire qui devient cette année Culture au Quai. Le rassemblement des amoureux de la culture avait lieu à la Villette qui permet aux Parisiens et aux Franciliens de découvrir le temps d'un week-end les événements culturels de l'année. 250 structures culturelles viennent à la rencontre du public pour les aider à se retrouver dans une offre particulièrement riche dans notre région. Je vous propose d'entendre Pauline Gouzen, qui est l'une des fondatrices de cet événement. Culture au Quai s'est installé comme un vrai rendez-vous pour les amateurs de culture pour venir organiser leur année. Ils savent qu'ils vont trouver des bons plans, qu'ils vont trouver des conseils. Et une fois que les cartables sont remplis, on pense à soi et on met en œuvre ces bonnes résolutions et on s'abonne au théâtre en venant le dernier week-end de septembre sur le quai de la Loire. Et justement, la transition est toute trouvée puisque le théâtre de poche que vous dirigez, Philippe Tesson, avec votre fille, était présent à cette manifestation. Oui. Une saison, en ce qui vous concerne, particulièrement riche, avec des auteurs, Dylan Thomas, Marguerite Duras, Jean-Claude Grimbert, et même une initiation à l'histoire. C'est facile de s'y retrouver dans toute cette programmation ? Celle du poche, vous voulez dire? Oui. Ou en général? Non, celle-là, Celle du poche, c'est tout à fait facile. Hier, j'étais à Culture au Quai. Aujourd'hui, ma fille était. Le théâtre était représenté. On a présenté les spectacles de la saison, de cette demi-saison qui s'ouvre en ce moment. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une logique dans le discours qu'on a tenu. Au poche, qu'est-ce qu'on fait? On fait, depuis 6 mois, puisqu'on l'a pris avec ma fille Stéphanie, on l'a pris en janvier, on fait essentiellement ce qui est convenu d'appeler du théâtre de texte. C'est-à-dire revenir à la littérature théâtrale qui, depuis quelques dizaines d'années, a plutôt été dévalorisée par rapport au privilège donné à la scénographie. J'ai l'impression, Philippe Tesson, que plus c'est riche, plus c'est varié, plus c'est divers et plus vous êtes heureux. Oui, exactement. On joue sur la variété, on joue sur la diversité, à la fois à travers des critères d'âge, des critères d'époque, des critères d'école, etc. Par exemple, par exemple, qu'est-ce qu'on présente en ce moment? Il y a un spectacle qui est le spectacle phare, qui est un texte poétique superbe, qui est la chronique d'un petit village anglais des débuts du XXe siècle, d'un poète qui s'appelait Dylan Thomas. C'est merveilleux, c'est une chronique vivante, une espèce d'oratorio physique, une chorégraphie orale et physique qui est superbe. On voit les personnages de ce village défiler sur la scène, mise en scène par un type qui s'appelle Stéphane Meldeg, qui est un très grand, qui s'appelle Au Bois Lacté. C'est une chronique poétique de la réalité d'un village des premières années du XXe siècle. Et quand on a vu un spectacle comme celui-là, on a envie d'aller voir tous les autres. On parlait de politique, on parle de culture. C'est ça une vraie politique culturelle en 2 mots? Je crois, en plus du Bois Lacté, on présente Grimbert, qui est un auteur dont l'œuvre est à tonalité un peu politique, sur l'exclusion, les problèmes posés par le rejet de l'autre, tout ça dans un contexte de l'histoire juive. Grimbert, et puis à une autre heure de la journée,